Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la remise du prix Violette Metropolis Bleu. Mon nom est Christopher Dorado et je suis l'un des programmateurs associés au festival. Premièrement, j'aimerais remercier les personnes présentes et le public qui nous regarde à la maison pour cette célébration de la littérature LGBTQ et de la carrière d'André Roy. La cérémonie est diffusée en direct sur les plateformes de Metropolis Bleu et de BANQ. J'aimerais remercier Bibliothèque et Archives nationales du Québec de nous accueillir à la Grande Bibliothèque. Toutes les précautions nécessaires ont été prises pour assurer un événement sécuritaire. Le prix Violette Metropolis Bleu est rendu possible grâce à la contribution de Mme Elisabeth Brosseau, avocate associée au sein du cabinet McCarthy-Tétrault, que je vous propose d'écouter maintenant pour quelques minutes. Bonjour. C'est un plaisir renouvelé pour McCarthy-Tétrault encore cette année de nous joindre et de contribuer au succès du Festival international Métropolis Bleu. Plus particulièrement, au nom de notre cabinet d'avocats, nous sommes fiers d'appuyer le volet LGBT du festival et de donner une tribune aux auteurs et aux autrices issus des diversités. La diversité est une valeur qui nous tient tout particulièrement à cœur. Au nom de McCarthy-Tétrault, de nos avocats et de notre personnel, nous vous souhaitons un exceptionnel festival virtuel cette année. Merci, Mme Brosseau. Cet après-midi, nous célébrons la carrière d'André Roy en lui décernant le prix Violette Metropolis Bleu. Nous étions prêts à remettre le prix à André l'an dernier, mais le monde a en décidé autrement. Je suis sûr que c'était difficile pour lui de garder ce secret toute l'année et je suis vraiment ravi que nous soyons enfin prêts à lui remettre son prix aujourd'hui. Créé en 2018, le prix Violette Metropolis Bleu est remis à une écrivaine ou un écrivain canadien issu de la communauté LGBTQ+, pour l'ensemble de son œuvre. Il vient avec une bourse de 5 000 $. Les lauréats précédents sont Nicole Brassard et Dion Brand. Les membres du jury pour le prix 2020 étaient Jorge Calderon, Kevin Lombard et Carrie Morgan. Voici ce qu'ils avaient à dire sur son travail. Depuis les débuts des années 70, l'œuvre poétique d'André Roy témoigne d'une grande puissance créatrice. Recueil après recueil, des passions du samedi soir au lit de l'Amérique, des amoureux n'existent que sur la terre à le cœur est un objet noir caché en nous, et de professeurs de poésie aux espions de Dieu, et cycle poétique après cycle poétique. André Roy explore et repousse les limites des sens qu'il fait surgir à partir d'un travail minutieux sur la langue française. Son écriture passe d'une recherche formaliste à des tonalités soudaines lyriques, d'une réflexion profonde à des moments ludiques, des dialogues intertextuels avec grandes œuvres littéraires à des formulaires tout à fait nouvelles et personnelles. L'une des plus grandes contributions au cours des 50 dernières années au patrimoine littéraire international concerne les différentes façons dont la poésie d'André Roy donne vie et force à l'expérience de l'amour, de l'affection, de l'érotisme et de la sexualité entre hommes. Parfois de manière directe et provocante, parfois avec une sensibilité toute en nuances, sa poésie exprime d'une manière unique les interactions et les relations entre les hommes qui se désirent, qui se séduisent et qui s'aiment. Soit par des grands éclats et explosions, soit par des bruissements et des miroitements, son œuvre cristallise et témoigne avec une comparable intelligence de la richesse et de la complexité de l'expérience queer. André Roy a raison d'écrire dans Petit supplément aux passions, « On parlera un jour des archives du désir, avec des étoiles dans les yeux. » C'est avec des étoiles dans les yeux qu'aujourd'hui nous lisons son œuvre, que de nouvelles générations et de lectrices de lecteurs continueront à découvrir. Donc, c'est avec beaucoup d'admiration et de respect que nous décernons le prix Violette Metropolis Bleu 2020 à André Roy. André, nous vous laissons dire quelques mots de remerciement. Merci beaucoup. Je remercie premièrement Métropolis Bleu et le jury du prix Violet, des gens que je connaissais absolument pas, d'ailleurs, qui étaient membres de ce jury. Alors, je n'ai pas pu les influencer.
Des fois, ça arrive qu'on influence les membres du jury, mais moi, je ne les connaissais pas. Alors, je les ai connus après, surtout Kevin Lambert, que j'ai connu, et qui prépare un colloque sur mon œuvre en octobre prochain. Mais ce qu'on a écrit sur mon œuvre, c'est effectivement ça. C'est une évolution petit à petit. On dirait que chaque livre est un apprentissage pour écrire le suivant. C'est comme une connaissance. Une fois que j'ai écrit un livre, je dis, ah oui, là, je peux faire le suivant, même si je ne sais pas ce que je vais faire après le suivant, naturellement, mais quoique j'ai des idées, parce que j'ai fait des cycles, par exemple, des passions et tout, des cycles de 4 recueils. Il y en a que j'ai pas fini, c'est Vie que j'ai pas terminé encore, le cycle. Alors donc, c'est vrai que j'ai une sorte de perspective, et c'est rare en poésie qu'on fait des cycles. On les fait beaucoup en roman, hein, mais en poésie, on le faisait pas. Et c'est toujours des choses comme ça que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire d'ébranler le statut et la publication de la poésie. Par exemple, dans les Passions du samedi, j'ai fait à la fin un index des passions et des sensations. Un index comme ça, qui s'est rapporté au poème, ce qu'on faisait jamais naturellement. Je pense que personne n'a jamais fait ça. Et c'est la même chose pour les cycles et tout. Alors donc, c'était une façon pour moi de travailler, si on veut, l'extérieur de la poésie, comment on pouvait la recevoir et tout. Les couvertures, tout ça était très important aussi. Mais à l'intérieur, c'est aussi la même chose, c'est que, comme j'ai dit, tous les livres que j'ai faits, c'est pour ce livre-là que je viens de publier. À chaque fois, c'était comme une sorte d'avancée, oui, je dirais d'avancée, mais pas de progression, parce qu'il n'y a pas de progression en littérature, ça n'existe pas la progression, mais j'avance lentement et tout, puis j'essaie des choses. Naturellement, beaucoup de livres sont comme des livres expérimentaux parce que j'essayais de faire des choses et tout, et d'autres qui étaient plus, je dirais, plus lents, plus modérés, plus réussissant mieux peut-être à atteindre l'objectif que je voulais donner au recueil. Par exemple, les passions, pas les passions, mais j'oublie même mes titres, La Grande Maladie que j'appelle, je voulais absolument faire ce livre-là, parce que c'est un livre qui m'a été, je dirais, pas inspiré, mais poussé même par le sida et les amis qui sont morts du sida, parce que j'ai plusieurs amis qui sont morts du sida. Alors donc, il fallait que j'écrive un jour là-dessus, parce que j'ai écrit sur les amours gays, homosexuels, les amours tout court aussi, je pense. Mais là, je voulais parler du sida et quelle est la sensation qu'on avait d'avoir ça, le sida. Moi, j'ai pas eu, mais les gens pensaient que j'avais eu le sida. C'est pour ça que plusieurs pensaient que je l'avais, mais non. Mais j'ai essayé donc de voir qu'est-ce que c'est. Il faudrait qu'on lise des extraits pour montrer ce que j'avais comme expression. Et c'est des poèmes assez courts, le premier, et en 2 cycles, un cycle futur qui est le début, puis un cycle présent qui est la fin. Donc le futur et le présent et le futur et le passé. Alors j'ai joué là-dessus. Et moi, je jouais beaucoup aussi sur la conjonction, pas la conjugaison des verbes. J'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé le verbe, parce que le verbe, c'est le temps. Le verbe, c'est la fiction. C'est comme le roman. D'ailleurs, beaucoup de gens disaient que mes livres ressemblaient à des romans aussi, parce que je le voulais aussi. Et le temps des verbes me servait à placer le livre dans une continuité, dans un développement fictionnel, si on veut. Alors ça, et naturellement, il y avait le présent, le passé, le futur, le subjonctif, l'imparfait, et même chaque suite, chaque poème, souvent on peut se retrouver avec 3 sortes de conjugaisons, 3 sortes de temps, parce que c'est des temps en fait, et je parle toujours de la temporalité dans un même poème. Alors donc c'est tout ça que je travaillais, et j'aimais bien ça parce que très souvent, on écrit avec les autres poètes, mais on écrit aussi contre d'autres poètes. C'est-à-dire, on écrit avec des poètes qu'on aime et tout. Moi, j'aimais beaucoup Paul-Marie Lapointe, qui aimait, semble-t-il, aussi mes œuvres. Alors, j'écrivais avec Paul-Marie Lapointe, mais j'écris contre certains autres
poète parce que je les trouve bien plates. Alors donc, pourquoi? Parce que justement, c'est toujours les mêmes formulaires, les mêmes formules, le même temps. Pour moi, c'était pas ça. Il fallait changer ça, et c'est pour ça que je dis que chaque poème est comme un chapitre d'un roman, en fin de compte. Et c'est ça que je voulais faire, et naturellement, je travaille beaucoup sur la continuité, les relations entre les poèmes eux-mêmes et tout. Et ça fait un petit bout de temps que je fais ça. Je pense que, pas au début, mais depuis les Passions en particulier, mais et tous les autres qui ont suivi, naturellement, avant, c'était écrit avant et après je me souviens plus, le titre est tellement long, La Grande Maladie. C'est là que c'est vraiment, je dirais, mes essais d'écriture se sont vraiment pas stabilisés, mais ils ont été plus concises, je ne sais pas dire parce que je trouve toujours que c'est très mal. Quelqu'un qui parle de ses romans ou de ses poèmes en parle toujours très mal, parce qu'on est toujours très près, et je trouve que c'est beaucoup mieux de parler des poèmes des autres, de la poésie des autres, que de parler de ma propre poésie. Mais comme il y a eu une introduction, je voulais apporter ces précisions, ou pas ces précisions, mais ces ajouts à ce qui avait été dit, parce que c'est assez bien dit d'ailleurs, parce que on a parlé de cette temporalité, de la progression, l'évolution. C'est pas évolution de mes poèmes, mais je crois pas à l'évolution, moi. Alors donc, voilà ce que je voulais préciser un petit peu avant de commencer avec notre ami pour les questions, etc. Et pour la salle aussi. Si on veut poser des questions, ce serait très gentil. Merci André. Nous allons passer maintenant à l'entrevue. Comme la cérémonie est en direct, une dizaine de minutes seront réservées vers la fin aux questions du public ou dans la salle qui sont posées aussi sur la page Facebook de BANQ. N'hésitez pas donc à envoyer vos questions en ligne et nous tenterons de répondre à la fin. Maintenant, j'aimerais introduire Denis Martin Chabot. Denis Martin a été journaliste à Radio-Canada pendant 32 ans. Auteur prolifique, il a publié plusieurs romans, incluant de Rue Sainte-Catherine-Est, Métro Baudry, Il y a longtemps que je t'aime et je te n'oublierai jamais, et plus récemment, Escale parisienne. Il est également dramaturge et comédienne. En 2012, il a fondé Fierté littéraire, un organisme à but non lucratif de Montréal qui travaille à la promotion des œuvres littéraires LGBTQ. Bienvenue, Denis Martin, et bonne entrevue. Merci, Chris. Alors, bonjour tout le monde. Donc, oui, je m'appelle Denis Martin Chabot, et puis je précise que j'utilise les pronoms « il » et « lui ». Et je reconnais et remercie les Ganyangaga, qui sont les gardiens de la terre sur laquelle nous nous rassemblons, du Tiohtià:ke, que nous connaissons comme Montréal. C'est un honneur pour moi d'être ici, André, de célébrer le grand poète que vous êtes. On a attendu un bon moment pour faire ça, plus d'1 an, la pandémie oblige, et qu'à cela ne tienne, on est là aujourd'hui. Peut-être pas devant une salle remplie à craquer, mais il faut ce qu'il faut. Puis on est content que vous nous regardez en ligne, tout le monde. D'ailleurs, avant de commencer cette entrevue, je vais répéter ce que Chris a dit. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser. Il y a quelques personnes dans la salle. On avait un nombre limité de personnes, mais aussi en ligne. Et puis, on trouvera du temps à la fin pour les transmettre à André Roy. Alors, bonjour André Roy. Salut, ça va? C'est bien gentil d'être avec nous. Puis, pour moi, c'est tout un privilège d'avoir été choisi pour faire cet entretien. J'ai eu le plaisir de lire plusieurs de vos recueils, et puis en préparation justement pour cette rencontre. Alors d'abord, moi je vais le dire, quand j'ai commencé à vous lire, André, j'étais dérouté, complètement dérouté. Votre façon de déconstruire l'écriture et ses codes, et puis de créer votre écriture et vos codes, c'était surprenant. Je vais prendre un exemple qui est tiré de n'importe quelle page, et puis je vais spécifier parce que quand on est à l'oral, on ne voit pas comment c'est écrit. Alors, c'est n'importe quelle page, et c'est Q-U'-E-L-L-E. C'est important. Et on va revenir d'ailleurs à votre façon aussi de réécrire certains mots, puis je pense qu'il y a toute une science derrière ça. En fait, donc, ce sont les premiers vers que j'ai lus de vous, et je vais essayer de bien les rendre ici. « Qui lui coule à la joue comme le cinéma, s'écaille dans le maïs soufflé, songe parallèle et elle, et glisse les aplats d'eau, et délie le maquillage.
un peu en image de ça. J'avoue au départ que j'ai dû lire, relire, puis réfléchir. Là, j'ai la chance de vous en parler aujourd'hui. Expliquez-moi un peu la motivation qui vous amène ce genre de proposition en écriture. Donc, vous déconstruisez et reconstruisez. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Bien, c'est le désir de poésie, comme toujours, parce que j'étais un grand, grand lecteur de poésie. Et en particulier, la poésie, à l'époque, que je lisais beaucoup, c'était la poésie de la Nouvelle Barre du Jour, des gens comme ça, Nicole Brossard, un petit peu aussi, parce qu'il avait quand même publié 2 recueils. Comment il s'appelle? Je me souviens plus de son nom. Les nervosités faire perdre des noms, là. Roger Desroches et tout. Et j'avais rencontré François Hébert, j'avais envoyé un manuscrit. Enfin, j'avais envoyé un manuscrit à l'Hexagone qui a pris beaucoup de temps à répondre. Et entre-temps, François Hébert connaissait beaucoup Gaston Miron, des gens comme ça. Il l'a rencontré, puis Gaston me dit « Tiens, j'ai rencontré ce type-là à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, quand il est venu comme écrivain invité là, à la suite des événements d'octobre. » Et donc, je l'ai rencontré, j'ai parlé et tout, mais je n'ai pas présenté le manuscrit, mais il savait qui j'étais et tout. Alors, j'ai dit, je vais vous envoyer le manuscrit, qui n'était pas si bon que ça, en fait. Il était correct, mais pas plus que ça. Et François Hébert me dit, bon, c'est quand même pas une poésie très actuelle, ça. Tu devrais essayer autre chose. D'autant plus, j'avais dit que j'aimais beaucoup ce qu'on faisait aux Herbes Rouges, à la Nouvelle Barre du Jour. Puis il dit, ça paraît pas dans ce recueil-là. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Et donc, je me suis mis à écrire. J'ai écrit à peu près une 50aine de poèmes. Et j'en ai retenu que 27 pour ce recueil-là. Et naturellement, c'est sous l'influence de gens comme Desroches, Nicole Brossard aussi, qui fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire que, en même temps, c'est comme naturel de le faire pour moi, comme on dit, de déconstruire, et naturellement, avec toutes les références, comme ici, dans ce poème-là, c'est les références au cinéma. Et le il et le elle qui jouaient aussi là-dessus. Bon, alors, mais comment expliquer? J'ai écrit ça dans une sorte d'état second parce qu'il voulait avoir absolument le manuscrit 6 mois plus tard ou 7 mois plus tard parce qu'il voulait publier dans la revue qui était devenue une sorte de recueil. Chaque numéro était comme un recueil de poésie petit. Mais moi, j'avais 30 pages, c'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Et il m'a fait travailler là et j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait écrire, c'est-à-dire éviter les clichés, éviter toutes les formules faites, des choses comme ça. Donc, si tu parles de l'amour, il faut t'en parler autrement. Si tu parles Alors, c'est tout ça qui faisait que j'essayais de transposer dans ce premier recueil, qui est un premier, naturellement, j'en ai écrit quelques autres après, je pense, mais à chaque recueil, j'ai eu cette... comment je dirais ça? Cet objectif à la fois pas de me renouveler, mais de pousser plus loin l'expérience du langage, parce que c'est par l'expérience du langage que naissent les nouvelles émotions, les nouvelles sensations et tout. Si on utilise un vieux langage, ça ne marchera pas. Ça ira pas très loin, d'ailleurs, d'après moi, mais on essaie j'essayais donc d'être en même temps une sorte en accord aussi avec ce langage, le langage qu'on parlait aussi. Et donc, mais c'est pas le langage populaire, là, c'est un langage presque codifié en quelque part, et que je voulais donc que ça touche les gens. Et ça touchait quelques personnes, au moins, ça je sais, peut-être pas beaucoup, mais assez pour me pousser à continuer d'écrire et de publier des petits recueils jusqu'en image de ça, qui était le premier vraiment recueil. Je vais tout de suite sauter une question que j'avais refusé vous poser plus tard, mais vous l'avez abordée un peu. Donc, il vous arrive de modifier l'orthographe, voire dégenrer les mots. Et j'ai quelques exemples tirés de Vers mauve. Ah oui. Donc, de devenir, parmi il éjacule, le dernier mauve, bon d'entre-sexe, écoule, c'est d'abord à merveille. Et je vais quand même spécifier que éjacule n'a pas de E, écoule, C, vous avez choisi d'écrire la lettre C. Puis un peu plus loin, il ou elle, plus sûr, saliver rose dans les poils,
délices rares, une odeur souple, qu'on sent le couple acide. J'ai l'impression, encore une fois, que là, on débâtit des codes, des codes d'écriture. Et puis, en fait, j'ai été même surpris. Je me dis, on est à l'époque présentement où on essaie de sortir le privilège des genres. Et vous l'avez fait même avant. Là, on parle des années 70-80. Sans le savoir. Sans savoir. Sans le savoir. Il faut oublier, il faut se replacer dans l'époque et aussi dans le groupe des Herbes rouges, la Nouvelle Bord du jour. C'est-à-dire que on écrit toujours en même temps contre la génération précédente, même si on aimait beaucoup ce qu'avait fait, par exemple, Paul-Marie Lapointe, Gaston Miron, etc., mais c'est surtout les petits suiveux de ces poètes-là. Et il fallait apporter notre propre poésie, tu sais, notre propre identité littéraire. Et évidemment, c'était une façon de le faire. Je ne sais pas si c'est un grand recueil ou pas, mais c'est-à-dire ces recueils, comme je le disais tout à l'heure, cela m'a permis d'avancer, de résoudre parfois certains problèmes que je voulais, dans ce que je voulais écrire, auxquels je pensais tout le temps et tout. Mais c'est un recueil vraiment un peu démembré, si on veut, des faits. Mais ça, c'était voulu. Je veux dire, je voulais pas faire comme tout le monde, ou en tout cas, ce qu'on aimait beaucoup, c'est un beau recueil, bien écrit, bon, parfait, lisse et tout. Moi, je voulais pas que ce soit lisse, je voulais pas que ce soit peut-être un bon recueil ou en tout cas une œuvre intéressante, mais je voulais pas cette affaire de propreté, t'as pas d'obstacle, tu lis, il y a pas de... C'est ça que je voulais faire. Je voulais en même temps faire cela, ça veut dire que c'est ébranler le lecteur ou la lectrice aussi, qui se pose des questions aussi sur l'écriture. Et ça, c'est très bien parce que c'est ça que je voulais faire aussi, poser des questions, essayer de résoudre des problèmes d'écriture. Et donc, c'était voulu ça. Mais sur la valeur de l'œuvre, je peux pas en parler. Je laisse ça aux autres. C'est pas à moi de dire que c'est un bon livre, mais je sais ce que je voulais faire à l'époque. En tout cas, vous avez réussi à m'ébranler, alors ça fait partie de... Vous avez réussi ça. Voilà. Justement, je vais vous ramener peut-être à cette époque-là aussi. Vous travaillez à deux publications. Je pense que c'était Chronique et puis Hobo Québec. Oui, c'est ça. Ça a été quand même une partie importante de votre vie, mais vous avez quitté ces deux revues-là parce que vous aviez besoin l'engagement peut-être politique n'était pas ce que vous vouliez dans votre travail d'auteur. C'est ça, oui, exactement. Mais je ne veux pas revenir là-dessus parce que c'est souvent des questions idéologiques et les questions idéologiques ont toujours été posées et mal posées en même temps parce que ça nous restreignait, comme on dit, ça nous mettait contre le mur, il nous coinçait. Parce qu'il y a une époque où on voulait écrire selon l'idéologie de gauche en particulier. Et moi, on m'a reproché de ne pas faire une écriture populaire, prolétarienne, et en particulier de poésie où il y avait bien du sexe. Alors ça, on n'aimait pas ça du tout à l'époque, chez les militants. Alors donc, moi, je faisais exprès pour le faire parce que je voulais les faire enrager, pour les faire réfléchir sur ce qu'ils prêchaient, en quelque sorte, parce que c'était des prêcheurs. Et j'ai pas été longtemps dans le groupe d'engagés, pas seulement... c'est vrai qu'il y a eu au Beau Québec, mais au Beau Québec, c'est autre chose. C'est le directeur qui voulait avoir la revue puis faire ce qu'il voulait. Donc, on l'a laissé. Et il y a eu, après, on est allé dans une autre revue. D'ailleurs, l'autre revue qui était Chronique, qui était une revue très engagée, on ne voulait pas m'avoir non plus. J'étais vraiment le type suspect. Alors, j'aimais bien être suspect quand même, et peut-être encore aussi. Et ça a pris beaucoup de temps avant que je puisse écrire. Et ce sont parfois les personnes auxquelles tu portes confiance qui étaient contre toi. Par exemple, puisqu'il est mort, comme Patrick Straham, il était vraiment contre moi parce qu'il disait que je n'étais pas prolétaire ni rien. Tu sais, c'était... Et alors que je leur disais, écoutez, moi, je suis né d'une famille presque pauvre, prolétarienne, dans le bon sens du mot, dans un petit village et tout, et je ne comprends pas pourquoi vous me faites ces reproches-là, parce que je sais de quoi je parle. Mais c'est pas de ça que je voulais parler particulièrement, mais je sais d'où je viens. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Alors donc,
Mais il y a eu pas mal de querelles et tout, et même à Chronique, à un moment donné, j'ai dit, moi, je suis un peu comme Duras, je crois plus à rien, etc. Puis ça avait vraiment fait un gros boom. Je veux dire, on en a parlé beaucoup, surtout dans les milieux intellectuels, naturellement, parce que dans ma famille, je ne savais pas du tout de ce qu'on parlait, mais je continuais pareil parce que je savais qu'un jour, il faudrait que j'arrive à parler de l'amour, si vous voulez, de l'amour homosexuel. Parce que ça, c'était quelque chose de plus compliqué à faire. Parce que ce que je lisais, des poèmes en particulier écrits, où les gens disent « Je t'aime, mon amour, et t'es beau », etc. Moi, c'est pas ça que je voulais faire. Tu vois, je voulais continuer dans la même voie d'écriture, je dirais contestataire, qui n'accepte pas les choses déjà données, les clichés en fin de compte. Et c'est ça que je voulais continuer à faire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très bien. Puis vous m'amenez justement à ce point, justement, parce que le prix Violette célèbre l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice, peut-être un jour une auteurice non-binaire des communautés 2 LGBTQIA. Puis vous allez me permettre, je vais lire quelques extraits parce que moi, ça m'a vraiment aussi, ça m'a secoué. C'était des très beaux textes. Alors, dans l'espoir de voir, dans ses pores, continue de gonfler, remuer un fond de lumière, ni lu, détaché du doigt, le sexe dans un grand geste de départ, y dresser le sable, coule, parce que le biseau dans ses pores le soulève. J'en ai un autre qui m'a... Je ne vais pas passer tout mon temps à lire, mais ça, c'est... Oh, faites. C'est 80 ans. J'espère que je les rends bien aussi, là. J'aimerais, dans Les 7 jours de la jouissance, clair désir. Désir de l'autre côté du ciel. Ciel carré, le désir dans sa peau. Tombe en morceaux, nudité qui s'allonge dans ses mains sera rangée dans l'armoire, froissée comme un nom d'amour. C'est mon amoureux et c'est André, taché de café et de sperme. Un petit dernier. Les passions, oui. Oui, les passions du samedi. Attends un petit peu. Dans les passions du samedi. Alors, en fait, je vais prendre des extraits un peu partout. Alors, c'est pas moi qui les avais choisis. J'ai lu une entrevue où quelqu'un avait souligné ces extraits dans donc les passions du samedi. 2 adolescents renversés. Je vois 2 adolescents bavards s'enculer. Doucement, mon gars, doucement, mon sperme. C'était une époque, là, c'était quelque chose, là. On parle des années 70-80. Quand j'y pense... On ne vous a pas garoché des livres par la tête? Oui, presque. Ouais. Oui, c'était parfois... quoique Les Passions du samedi ont été un livre quand même qui était très souligné parce que vraiment là, c'était direct, si on peut dire, quoique la poésie est toujours indirecte, mais ça a vraiment fait beaucoup de bruit. Mais vraiment, là, peut-être pas dans la population, mais dans le milieu littéraire, on parlait que de ce livre-là, qui a eu beaucoup de succès en quelque part. Et moi, j'étais bien content, mais effectivement, des gens me disaient, on n'emploie pas ces mots-là en poésie, comme sperme ou queue. Poil, pénis, jambes, sperme, beaucoup. Oui, mais on disait, on n'emploie pas ça dans la poésie. C'est pas de la poésie, ça. La poésie, c'est autre chose. Mais justement, c'est ça que moi, je voulais transformer la poésie avec un grand L, comme dirait Lacan. C'était mon désir, mais en même temps, le désir de dire quelque chose, pas de m'exprimer, mais de dire quelque chose. Et moi, je pensais toujours au lecteur ou à la lectrice qui allait lire, mais en plus au lecteur aussi, parce que je suis un gars, donc je parle de mes affaires à moi, là, naturellement, mais je voulais pas m'exprimer, en fait. Je voulais dire des choses. En tout cas, je voulais dire l'amour. Ouais. Quand tu te lèves le matin à côté d'un gars avec qui tu as couché, quels sont les sentiments que tu as, quelle est tes réactions. C'est ça que je voulais faire. Et d'ailleurs, à la fin, j'ai une suite qui s'appelle Historiette, justement, parce qu'on me parlait souvent que je faisais comme des romans. Alors, j'ai dit, je vais faire des historiettes, point, tout le monde va être satisfait. Et j'ai des idées un petit peu perverses comme ça derrière la tête. Bien, c'est des belles idées, en tout cas, on ne s'en plaindra pas. Mais justement, l'importance
Encore une fois, c'est sûr, nous, on regarde ça avec les yeux de 2021 aujourd'hui, mais moi, j'ai vécu quand même les années 80. Là, il me semble qu'on n'était pas aussi ouvert. Et cette poésie-là venait, quelque part, mettre au grand jour des choses dont on n'osait pas parler. Comment ça a été reçu? D'abord, vous avez parlé du grand public, dans les communautés, notamment la communauté gay. Comment ça a été reçu? Je ne sais pas trop comment dans la communauté gay, mais j'ai beaucoup d'amis gays qui avaient beaucoup aimé ces livres-là. Dans la communauté enseignante, beaucoup moins, parce que là, on disait, on t'invite pas, tu parles trop de choses, que tu vas peut-être donner des idées aux étudiants, ou des choses comme ça. C'est vraiment des trucs absolument absurdes, très souvent. Donc, on ne m'invitait pas beaucoup à ce moment-là à lire mes textes. Mais je ne me souviens plus de la question. En fait, comment ça a été... Je vous posais la question, comment ça a été reçu dans la communauté gay? Parce que c'était quand même... On n'avait pas eu beaucoup de poésie qui parlait de relations sexuelles entre hommes. Là. Et non plus, on n'avait pas beaucoup de revues non plus gays. Non. Aussi, je sais qu'on a bien parlé de mes livres, mais moi, ce qui m'avait surpris, c'est que c'est des gens, comme dit, straight, hétéros, qui parlaient de mes livres et qui aimaient beaucoup ça. Tu vois, c'est ça qui était étonnant. Et ça m'a toujours surpris parce que eux, les critiques en particulier, remarquaient le texte. Ils remarquaient comment était fait le texte et ce qu'il disait, naturellement, l'expression, ce qui en sortait je dirais, de l'expérimentation. Ils savaient à quoi s'en tenir en lisant le texte. Ils n'ont jamais été... Il y a juste une fois, quelqu'un m'a dit, il faudrait qu'André Roy cesse de parler des amours homosexuels. Mais c'était la seule critique négative, si je peux dire, ou la phrase négative qui est arrivée comme ça au milieu d'une critique. Mais j'étais plutôt... Comment je dirais ça? J'étais pas chanceux, mais j'étais bien admis. Je veux dire, on aimait mes livres. Je veux dire, on en parlait. Il y avait des longs articles à l'époque sur mes livres. Ma grande surprise, des articles presque dithyrambiques aussi. Donc, ça m'encourageait beaucoup parce que, ben, c'est sûr que, quelque part, même dans le milieu littéraire, à un moment donné, on disait, bon, ça va, André Roy, on n'en parlera pas trop, surtout dans le monde de l'enseignement. Moi, personnellement, quand j'ai lu ces textes, évidemment, je suis un homme gay et je me suis reconnu, j'ai vu, et je vous amène un peu sur ce terrain-là aussi. Je le lisais et j'avais, dans ma lecture, je voyais des images, je voyais des plans, des prises de vue. Et là, je vous amène à parler de cinéma, parce que le cinéma a été très important pour vous. Et j'ai l'impression que votre façon d'écrire a beaucoup été influencée. Vous allez me permettre un dernier petit texte qui est plus récent, qui quelque chose du paysage. Il s'appelle « Paysage sonore, soundscape ». La voix sur le fleuve, la voix dans le brouillard est pleine de présence. J'avance, je respire. Je montre les événements qui passent devant moi. Quelqu'un en avant, quelqu'un à côté. Ils ne faisaient qu'échanger. Ils s'agantaient. Je vois, j'entends le paysage qui prend de la vitesse. J'ai encore le temps de m'échapper, de ne pas raconter mes vacances. Par moment, quand je vous lis, j'ai l'impression qu'il y a une caméra qui filme et c'est ça qu'on me raconte. C'est comme si on me raconte ces images-là. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été une clé à comprendre beaucoup de vos textes. Et justement, quelle a été l'influence du cinéma? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? On m'a souvent dit que j'avais beaucoup d'images dans mes textes, effectivement. Et comme on dit, mot image, mais moi, je pensais tout de suite à cinéma, c'est sûr. Et je pense que, en quelque part, c'est plus dans la construction du texte que le texte lui-même qui est plus cinématographique. C'est-à-dire, je voyais mes textes de chaque poème comme un plan de cinéma et l'ensemble du recueil comme un film, en fin de compte. Et donc, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, je parlais de plan et de temps parce qu'il fallait sentir la temporalité qu'il y a toujours dans un film, parce qu'on raconte une histoire. Et c'est pour ça que je jouais sur les verbes énormément, parce que ça, il fallait faire ça. Le reste, on essaie de rendre
une sorte comment je dirais ça, j'appelle ça la déambulation des images, c'est-à-dire comment montrer les images. Vous avez lu un texte qui était tout à fait pertinent là-dessus, on voit les images. Oui. On les voit. Et ça, je voulais aussi faire ça, naturellement. Mais je voulais voir des images, mais des nouvelles images. Tu vois, c'est toujours la même chose, c'est essayer de créer de nouvelles sensations, de nouvelles émotions en lisant les textes. C'est ça que je voulais faire. Le dernier livre est tout à fait comme ça aussi. Oui, tout à fait. Je reviens donc à la poésie et aux communautés du LGBTQIA. Je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'on peut dire que la poésie, et particulièrement la vôtre, ça a contribué à l'émancipation, ne serait-ce que dans votre cas littéraire, de l'homosexualité? Peut-être ça m'a amené à mon émancipation, peut-être à moi. Pour les autres, j'en sais absolument rien. Je sais que ce que j'écris plaît beaucoup à des gens que je connais, des gens qui m'ont écrit, des choses comme ça, par les traducteurs aussi, mais c'est difficile à dire, hein, je veux dire, parce que comme toute lecture, la lecture est tout à fait personnelle et elle est incessible, c'est-à-dire c'est très difficile de dire que les autres vont ressentir la même chose que moi quand je lis, que ce soit mes livres ou les livres des autres. Et surtout que, comme la poésie est un domaine très pointu, c'est comme un domaine de l'expérimentation pour moi, c'est-à-dire que, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça naît d'expérience. Je veux dire, je l'entends dans un grand... Pas restreint, mais dans un mode plus ample. Alors, et donc, je ne me souviens plus du tout ce que je voulais dire, mais... Je ne sais pas si je peux vous aider en disant que parfois, quand on regarde Nicole Brossard, par exemple, ou l'écriture des femmes, me semble, je pense que je peux le dire, a aussi contribué beaucoup à l'émancipation des femmes. Est-ce qu'on peut dire la même chose, l'écriture d'hommes homosexuels a contribué à l'émancipation, ou au moins du point de vue littéraire? C'est parce que je pense que les homosexuels n'ont pas le poids qu'ont les femmes actuellement, parce que à cause de l'histoire des peuples, l'histoire quoi, avec un grand H. Naturellement, on peut pas se comparer aux femmes et tout quand on écrit, et surtout ce qu'on veut. On peut participer. Alors donc, c'est sûr que moi, Nicole Brossard, j'ai lu tout ce qu'elle a fait. C'est pour moi une poète de référence. Mais c'est sûr que la façon qu'elle dit son amour des femmes dans certains recueils, ça m'a beaucoup aidé à écrire aussi. C'est sûr que ce qu'elle a fait m'a beaucoup aidé. Mais je veux dire, je vois pas une fonction curative de la poésie. Je ne vois pas ça comme ça. Peut-être écrire de la poésie, ça relève de la maladie, mais c'est juste ma maladie à moi. Mais je ne vois pas de fonction sociale de la poésie. C'est parce que c'est irréductible, la poésie, mais comme la littérature est irréductible à chaque personne. C'est-à-dire, chaque personne lit un livre et est ému, pas ému, etc., et toi, tu lis le même livre, mais tu n'es pas ému aux mêmes endroits non plus. Et ce qui fait d'ailleurs la richesse d'un livre, c'est-à-dire que les émotions qui se suscitent à travers les ans, par exemple, si tu lis Flaubert ou bien Proust, naturellement, qui est le grand écrivain, c'est sûr que lui est vraiment est toujours actuel pour moi. Quelqu'un va le lire puis il ne ressentira pas la même chose que toi. Parce que toi, chaque personne est différente, a vécu dans une vie différente, a des sensations différentes qui sont irréductibles à lui-même ou à elle-même. Voyez-vous, alors donc, c'est très... Moi j'ai tout compris ça par la psychanalyse. Oui, parce que dans la psychanalyse, on apprend que chaque personne est individuelle et incessible, insécable. C'est très... Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent, même quand ils sont malades. Alors donc, oui, voilà.
Justement, parlant de maladies, vous avez écrit un recueil, on en a discuté, vous avez glissé un mot tout à l'heure en présentation. Alors, on sait que cela a été écrit avant et après la grande maladie. Vous allez me permettre encore un extrait, moi, qui m'a touché. « Le monde ne nous ressemblait pas, comme la beauté ressemble à la beauté. Dans la nudité profonde de ton corps, toutes les humidités de la nuit nous contaminaient au moment important, à ces moments où nous cédions à la tentation de mourir plus tard, dans le miracle du désastre. » Oui. C'est pas mal quand même. Moi-même, je suis surpris. Non, mais je dis très humblement, je suis même surpris par mes textes. Et c'est peut-être une bonne réaction, je ne sais pas, mais... Et en plus, je relis pas mes livres beaucoup. Je lis le livre précédent quand je suis en train d'écrire un livre pour savoir ce que j'ai fait, mais je relis pas mes textes. Alors, souvent, quelqu'un m'a lu des textes, puis je dis, c'est qui ça? Il a dit, c'est toi qui les as écrits. Je me souvenais pas de les avoir écrits, mais je trouvais ça très bien, par exemple. Alors, donc, comme celle-là, oui, je me souviens de certaines formules qui étaient écrites, mais c'est un livre qui m'a demandé beaucoup d'efforts. Ça a pris beaucoup de temps à l'écrire, parce qu'il y a plusieurs parties, mais la dernière partie, c'est vraiment la partie de la grande maladie en tant que telle. Et les autres, c'est avant, mais là, c'est pendant la maladie. Et ça, c'était très difficile à faire parce que il fallait pas que je tombe dans comment on dit ça, dans la complaisance, dans les pleurs, ni rien, mais dans l'émotion, c'est certain, oui. Bien, écoutez, moi, en tant que personne qui vit avec le VIH depuis 2004, alors ça fait quand même un petit bout, c'est sûr que ce texte ce livre a peut-être été celui qui m'a le plus interpellé. Il faut que je vous en lise un autre, parce que ça, moi, j'ai vraiment accroché aussi perte. À côté de nous, l'âme que se partageront les autres paraîtra plus réelle que la nuit. La plus proche, jetant ses fleurs d'onyx, c'est parce que nous fuyons la douleur qui aboie dans nos poumons, que nous oublions comment on meurt quand on dort ensemble. Ah oui, c'est pas... Mais écoutez, vous dites ça parce que je me souviens, dans une autre activité de LGBTQ, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je vais lire des textes, et j'ai dit, ben, tiens, je vais prendre ces textes-là parce qu'ils sont prêts, et j'étais incapable de les lire. J'avais un nœud dans la gorge, j'étais incapable de les lire, tellement ça me faisait penser à tous les amis, les amours que j'ai eus avec des gens qui ont eu le sida et qui en sont morts. C'était vraiment les victimes, en quelque part. Et j'étais incapable de le lire. Là, vous lisez des extraits. Je ne sais pas si je pourrais en lire encore. Mais c'est vraiment, quand on me demande de lire, je ne prends jamais ces textes-là. Je suis incapable de les lire. C'est un texte qui est très, très puissant. Très, ça venait de moi, là, parce que cette période très dure, hein, la période des années 80 à peu près, là, pour les gays en particulier, c'était très dur. Et tu voyais tes amis qui étaient malades et tout, et qui mouraient aussi. Beaucoup à l'époque, beaucoup en mouraient, moins maintenant, mais heureusement. Mais moi, je pourrais pas l'oublier. En quelque part, je dis toujours que la maladie, comme j'appelle la grande maladie, nous a fait vieillir très rapidement. C'est-à-dire qu'on était plus vieux à cause de ça. C'est-à-dire que comme les gens mouraient, et comme normalement on meurt autour des 70 ans, disons à peu près, et tout à coup, tu avais des amis qui avaient 30 ans, 40 ans, même 20 ans, et qui mouraient. Donc, je me suis dit, ils sont déjà vieux, en quelque part. Et puis, c'est vrai que quand on était malade du sida, c'était terrible physiquement. Alors, donc, je me suis dit, ça nous a fait vieillir. Je me sentais vieux, plus vieux, disons. C'était pas négatif, je me sentais plus vieux. Et donc, ça, c'était très important pour moi d'essayer de le dire. Et je continue, en quelque part, de le dire aussi. Ce sentiment de vieillesse radieuse. J'avais une autre question, mais je crois qu'on a des questions des gens qui sont... oui, il y a quelques questions et quelques bravos aussi de Nicole Brossard, justement, dont vous parliez tout à l'heure, Denise Deshôtels, Pierre Sanson, des littéraires, Marie-André Baudet, qui vous félicite. Il y a une question en particulier sur la traduction, en fait. Alors, j'ai vu un titre anglais dans l'image de vos livres. Avez-vous écrit en anglais ou est-ce une traduction?
quelle est votre relation avec la traduction? C'est-à-dire, écoutez, moi, je pense beaucoup à la traduction quand j'écris. C'est-à-dire, je me suis toujours demandé si un traducteur ou une traductrice veut traduire ce texte-là, comment il va s'y prendre. Que ça peut être très difficile parfois, parce que les mots ont plusieurs sens et tout. Et donc, je me disais toujours, s'il y a une lisibilité, c'est là-dedans. C'est que ça va être une lisibilité pour le traducteur, mais pas pour les autres, parce qu'on a beaucoup parlé de la lisibilité, qu'on était illisible et tout. On a même revendiqué une illisibilité. Mais ça, c'est une façon vous savez, les poètes de ma génération, on a beaucoup défendu ce qu'on a écrit, on a beaucoup défendu ce que nos amis écrivaient, ce que d'autres de notre communauté, là, comme la communauté Nouvelle Barre du Jour, les Herbes Rouges et tout, on a réussi à publier des revues puis à parler de nous. Et ça, c'était très important dans ce sens-là. Et naturellement, là-dessus, les lisibilités, on en a beaucoup parlé, en tout cas. Je ne sais pas si je réponds. Oui. Une autre question. Alors, d'abord une remarque. Très avant-gardiste de dégenrer dans les années 70. Y a-t-il un impact sociologique sur ce qui se passe en ce moment avec la déconstruction de la binarité? Je ne comprends pas. Oh boy. Je peux répéter la question? Oui. Y a-t-il un impact sociologique avec vos écrits d'avant-garde des années 70, finalement, sur ce qui se passe en ce moment avec la déconstruction de la binarité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, je me méfie beaucoup de l'influence sociale, si on veut, ou politique de la poésie, parce qu'on restreint à ce moment-là la portée de la poésie. C'est certain que, du point de vue social, c'est certain que même mes livres reflètent un certain moment de la société. Ça, c'est certain. Mais est-ce qu'il y a un effet social ou sociable? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que chaque livre, moi j'ai lu les livres que je lis, beaucoup de livres québécois, mais beaucoup d'autres livres étrangers. J'ai lu parce que j'en ai besoin. Je ne sais pas si la personne à côté de moi en a besoin, mais moi j'en ai besoin. Et de ce sens-là, c'est pour ça que je dis toujours que la poésie ne peut pas être réductible à des effets sociaux ou sociographiques, social, pas politique. Je n'y crois pas. Vous avez écrit pour les ados. Oui. Est-ce que la posture était un peu différente? Comment vous vous y êtes pris? Vous savez, moi, je suis un poète, mais je veux dire, j'essaie de pratiquer plusieurs sortes d'écriture. J'ai pratiqué l'écriture, notamment de l'analyse, j'ai fait de la critique de cinéma, j'ai fait de la critique de la littérature, des livres et tout. Pour moi, c'est toujours de la littérature que je fais. C'est une autre façon de toucher à l'écriture et de savoir comment elle peut nous rendre à la réalité, si on veut. Et mes amis autour de moi, il y en a une ici d'ailleurs, qui a écrit des livres pour les jeunes et tout. Puis je dis, tiens, moi aussi, je voudrais écrire un livre. Et c'était exactement à l'automne, j'ai décidé d'écrire sur l'automne. Qu'est-ce que c'était l'automne pour un jeune? En essayant de me replonger dans mes automnes d'adolescents de 12, 13, 14 ans, comme ça. Et j'essayais justement de faire sentir comment on pouvait ressentir l'automne, et avec l'automne, la tristesse, la mort, tout ça, la préparation à l'hiver, toutes ces choses-là que j'avais envie de mettre dans le livre en espérant qu'il soit, naturellement, je n'essayais pas de faire de l'expérimental, mais de cette façon, la construction des poèmes était un peu dans les mêmes genres de construction que je faisais avant, dans des autres poèmes. Mais j'essayais pour qu'ils lisent bien quand même. Moi, j'ai beaucoup lu, là j'ai arrêté, mais j'ai beaucoup lu mes poèmes à haute voix pour voir si ça marchait. C'était une musique, en quelque part. Il fallait que le vers soit comme musical, donc qui se lise bien, qui ait un rythme et tout. Alors au début, c'était pas ça naturellement, mais au fur et à mesure que j'ai écrit, j'ai bougé dans l'écriture et là, j'avais envie. Et ça, c'était
c'est vraiment une expérience. Parce que en plus, je l'ai écrit en disant, bon, oui, on va l'accepter si c'est bon, mais ils l'ont accepté. Et c'est un livre auquel j'ai beaucoup je dirais, d'attention, même, comment je dirais ça, d'amour. C'est un livre auquel je tiens énormément. Encore 2 commentaires seulement. Merci pour ce long chemin d'écriture. Et un autre commentaire. Il vous cite « Comment on meurt quand on dort ensemble ?» C'est magnifique. Oui, vous l'avez lu, ça, aussi, tout à l'heure. Ce poème-là, ces 2 vers. Moi, j'aimerais conclure avec votre dernier titre, qui s'intitule... non, je vais dire votre plus récent, parce que j'espère que ce n'est pas le dernier. Il faut dire toujours le plus récent. Moi, oui. Je n'ose jamais dire c'est le dernier, parce que... Puis pourtant, j'avais bien écrit plus récent sur ma feuille, alors il n'y a pas à dire. Hein. Comment allons-nous dorénavant écrire? Puis ces vers que je vais vous lire, c'est un ami à moi et à vous qui me l'a souligné. Alors, ce vers-là. Adieu, nuée, poème calvaire, couleur des animaux, parlure, brûlure de mes yeux brûlés, je dis adieu à mon écriture. Là, André Roy, là, qu'est-ce que vous nous dites là? Vous quoi? Vous étonne? Qu'est-ce que vous nous dites là? Ah, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est vrai que à cause que moi j'avance aussi en âge, j'ai l'impression aussi que ce recueil a pris 3 ans et demi à écrire. C'est seulement 3 petites suites de poèmes, c'est pas beaucoup. Et donc, je les ai écrits avec beaucoup de difficultés, ne cherchais pas toujours où j'allais. En fait, au départ, j'avais l'idée d'écrire sur Pasolini. Et ça s'est transformé parce que j'essayais, dans une introduction à Pasolini, d'écrire Rome et l'Italie, etc. Puis les poèmes ont changé plus ou moins. Vous savez, quand on décide d'écrire tel recueil, puis c'est pas du tout le recueil qu'on a voulu écrire. C'est pour ça que les projets au Conseil des arts d'Ottawa ou de Québec, on est toujours mal pris pour dire le résultat, parce que c'est jamais ce qu'on a voulu écrire en quelque part. C'est pas ça. C'est autre chose qui a été écrit. Et donc c'est ça. Et j'ai écrit ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette suite? Ça, c'est la première suite. Et puis, à un moment donné, j'ai vu le film de Chantal Akerman, La prisonnière, qui est inspiré qui est une adaptation de La prisonnière de Proust. Il y a 2 titres à ce roman de Proust. Et j'ai beaucoup aimé, puis j'ai dit, il faudrait que j'écrive encore à partir d'un film, etc. Donc, j'ai fait le truc avec Proust, la deuxième partie. Et donc, c'est peut-être 2 ans après avoir écrit la première, ou 1 an et demi. Et là, je me suis dit, bon, ben, j'ai comme un petit recueil quand même, mais je vais en faire un peu plus. Et là, les 2 premières parties ont quand même influencé la dernière partie du livre lui-même. Et moi-même aussi, j'ai été malade. En fait, je suis toujours malade parce que je souffre de Parkinson. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est la fin de l'écriture pour moi aussi? Alors, tout ça est entré dans la dernière partie. Normalement, c'est sur les morts. C'est les morts qui m'inspirent. Mais en même temps, je me suis dit, peut-être je ne pourrais plus jamais écrire. Heureusement, le Parkinson, c'est un Parkinson atypique, ça n'influence pas le haut du corps, seulement le bas, par où tu as péché. Alors, c'est parfait. André, moi, ça a été un plaisir, tout un plaisir de voir ce moment privilégié avec vous. Puis je recède donc le micro à Chris Dirado. Merci, Denis Martin. Merci, André, pour cette belle conversation. Merci à toutes et à tous d'avoir été parmi nous. Je voulais encore remercier Bibliothèque et les Archives nationales du Québec, ainsi que Mme Elisabeth Brosseau. J'invite tous ceux et celles qui nous regardent à découvrir les ouvrages du lauréat et à se les procurer, notamment à notre librairie partenaire Gallimard, www.gallimardmontréal.com. Merci et bonne journée.